La mutualisation répond à un besoin de mise en commun, de convergence, si vous voulez. Dans le cas des données, qu'elles soient ouvertes ou partagées, il devient alors primordial pour les organisations d'être en mesure de partager ces meilleures pratiques, d'assurer une concertation pour atteindre ces objectifs propres à son organisation. On a besoin de toute une chaîne de valeur. C'est la transformation de cette chaîne de valeur pour une meilleure intégration. Pour en discuter, 3 invités. Sébastien Harvey, directeur du Centre Bang et l'initiateur de l'écosystème qui a instauré une gestion collective ambitieuse et une mutualisation des ressources exemplaires avec l'écosystème lecosystème.ca. Nous entendrons également Rachel Billet, elle est directrice générale et conseillère au développement à la Machinerie des Arts. Et puis, nous entendrons Georges Crump, spécialiste de la mutualisation au Québec et auteur du Petit Guide Orange du partage des ressources et de la mutualisation. On le rejoint dans un instant. Georges Crump, bonjour. Bonjour. Pourquoi les organisations culturelles devraient s'intéresser à la mutualisation? Pour plusieurs raisons, mais je dirais que souvent, en culture, c'est des petites organisations qui ont des moyens limités, qui ont des ressources humaines limitées. Puis c'est le phénomène d'isolement est assez répandu. Donc, la mutualisation permet de répondre un peu à ce besoin-là, puis fait en sorte je pense que c'est un modèle positif, là. Puis, des fois, on se rend compte que, quand on travaille dans le domaine, qu'on est en train de réinventer la roue que nos collègues ont déjà inventé. Donc, de se rapprocher de ce que les autres font permet justement de maximiser peut-être là, ce que collectivement on réussit à faire. T'sais. À quel moment dans la vie d'une organisation, ça serait opportun de se lancer dans la mutualisation? J'imagine qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain en créant une organisation. Ça prend un peu d'histoire, ça prend de la donnée qui a été générée. Oui, d'une certaine manière. Il n'y a pas de mauvais moment en tant que tel, mais c'est sûr que dans les conditions gagnantes, je dirais que de se connaître comme organisation, sa culture d'entreprise, connaître ses partenaires, ses parties prenantes, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, à ce moment-là, des fois, quand on commence, ça prend un certain temps avant de connaître un peu nos habitudes de travail. Mais il y a des gens qui ont déjà cette posture-là de la collaboration, de la coopération. Donc, ça devient quelque chose de naturel. Mais sur le plan organisationnel, c'est sûr qu'il y a une certaine maturité, parce que surtout quand on commence, on a l'impression de pouvoir tout faire soi-même. Puis à un moment donné, on rencontre ses limites, puis on se rend compte que justement, l'autre le fait déjà mieux que nous. Puis voilà, tu sais, le phénomène de justement réinventer la roue que notre collègue a déjà fait à côté. Donc, il y a pas de mauvais moment. Je pense qu'à partir du moment où on est prêt, puis des fois, il y a des gens qui se lancent dans un processus, mais ils se rendent compte qu'ils sont pas vraiment, n'ont pas atteint la maturité, parce que puis c'est pas parce qu'un organisme est jeune qui est moins habilité à le faire. Au contraire, dans certains cas, une organisation qui a 30 ans, des fois, il y a un passif qui vient avec ça, disons. Il y a tout l'historique qu'on traîne comme un boulet. Je veux dire, il y a toutes sortes d'obstacles qu'on peut rencontrer à ce niveau-là. Tu sais. Donc, la transparence est vraiment essentielle dans une organisation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner quand vient le temps de mutualiser? Façon de fonctionner, oui, non. De façon de fonctionner, il y a certainement pas de recette. Ça se peut pas parce qu'il y a autant de modèles de mutualisation que d'organisation. Je pense que c'est important que ça reflète un peu ce qu'on est, ce qu'on veut. Il y a un certain nombre de principes, je dirais, qui sont applicables. Je dirais, si on y va, c'est pas nécessairement dans l'ordre, là, c'est plutôt de savoir justement pourquoi on veut faire ça. C'est quoi les raisons, à quels besoins on cherche à répondre exactement. Qu'est-ce qu'on veut mutualiser? Même avant ça, avec qui on veut faire ce travail-là. Donc, ça implique de bien connaître justement nos partenaires, se connaître soi-même, comme je disais tout à l'heure, bien connaître nos partenaires pour déterminer un peu jusqu'à quel point on est complémentaires ou compatibles, parce que puis à quel niveau.
Puis est-ce qu'on exige que ça soit des processus qui sont symétriques? On peut être totalement asymétrique parce que dans les principes de la mutualisation, ça prend quelque chose à partager, tu sais. Puis on s'attend à ce qu'il y ait un genre de bénéfice qui soit réciproque, mais la réciprocité, ça peut être asymétrique parce que moi, je peux être très satisfait de quelque chose de très précis, très petit, tandis que pour une autre personne, les attentes seront très grandes. Donc, savoir un peu ces principes-là, donc d'avoir quelque chose aussi à partager, puis de le faire à plusieurs, tu sais. Ensuite, une fois qu'on a établi ces éléments-là, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut partager, puis est-ce qu'on travaille sur un court terme, long terme, parce que ça peut être, on mutualise, par exemple, l'organisation d'un événement. Ça peut être un one-shot deal en bon français, tu sais. Mais ça peut être aussi une collaboration au long terme. Ou est-ce que c'est carrément une fusion qui serait de la mutualisation extrême? Ou est-ce que c'est juste partager une photocopieuse ou de la machine à café dans le corridor qui demande beaucoup moins de préparation? Donc, puis après ça, ça demande beaucoup de planification parce que plus ça devient complexe, plus on rentre dans disons, des éléments qui, par exemple, les normes du travail, partager des ressources humaines, ça demande un peu plus de préparation, de planification, de contrat, de formalisation. Mais si c'est vraiment des choses qui sont plus informelles, à ce moment-là, ça devient plus simple. Puis souvent, ces collaborations-là, naturelles, organiques, sont le prélude de mutualisation ou de collaboration plus formelle qui se développe dans le temps. Vous, comme gestionnaire de compagnie, vous avez été dans le théâtre, dans la danse. Est-ce que vous avez vu des moments où il y a eu des mutualisations qui sont faites et qui ont permis de faire des choses pour une ou l'autre des organisations qui faisaient partie de la danse, pour prendre l'image, qui leur ont permis de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire toutes seules? Ah oui, plusieurs exemples. Je pourrais en nommer quelques-uns. Tu sais, un organisme comme Circuit Centre chorégraphique où j'ai été partie prenante en étant gestionnaire d'une des compagnies membres. Ça, à la base, c'est un modèle où plusieurs chorégraphes indépendants ont besoin de quelque chose qui est important en danse, c'est de l'espace pour travailler. Donc, de se regrouper pour avoir un espace commun dans lequel ils peuvent travailler, faire de la création, préparer des productions. Donc ça leur permet d'accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas pu accéder individuellement. Donc pour moi, c'est souvent ça le principe. Tu sais, la mutualisation, c'est pas une finalité. Ça doit pas être c'est plutôt quelque chose qui devrait te permettre de mieux faire à plusieurs ce que tu ferais tout seul. C'est une sorte de levier. C'est un levier. C'est vraiment un levier. Donc, il y en a d'autres, par exemple, une organisation comme Art Circulation, ça permettait juste, dans ce cas-ci, c'est d'accéder à une personne qui serait l'agent ou l'agente de diffusion pour plusieurs compagnies, parce que individuellement, c'est très coûteux de payer une personne, de l'envoyer en Allemagne, de l'envoyer en France, de l'envoyer au Japon, en Chine, pour faire des représentations de compagnies. Donc puis au-delà du fait que ça permet de se mettre ensemble pour acquérir une ressource en commun, mais c'est aussi le fait de se mettre ensemble en réseau où finalement il y a tout le partage d'expertise, de savoir-faire, qui permet aussi de sortir de l'isolement aussi, de dire, OK, non, on n'est plus tout seul. Ah oui, toi, tu rencontres des problèmes. Puis là, finalement, des fois, il y a un paquet d'autres besoins qui sont auxquels on répond de manière inattendue dans ces principes-là. Puis il y en a d'autres, en tout cas, je pourrais en nommer plusieurs exemples puis c'est pour ça que je suis devenu, disons, en gros guillemets, expert. En fait, je suis juste, et je me suis peut-être plus trempé dans plusieurs expériences, puis développé une réflexion autour de ça, mais il y a tous les modèles coopératifs, par exemple, de chorégraphes ou de gens de théâtre qui se mettent ensemble pour plutôt créer 4 compagnies avec 4 directions artistiques, de se mettre ensemble pour avoir que ça devienne un véhicule commun, un véhicule administratif. Mais au-delà de l'administration, c'est souvent le geste de solidarité, de pouvoir répondre, d'être présent l'un ou l'une pour l'autre. Tu sais. C'est à ce niveau-là que ça se passe souvent. Tu sais. Mais c'est ça, les possibilités sont multiples, ou les expériences sont multiples.
Je suis curieux de savoir si, à l'extérieur du Québec, vous avez vu des initiatives dans le genre qui étaient inspirantes et qui pourraient être reprises et qui ne le sont pas encore par des joueurs ici du monde culturel? Dans les choses qu'on ne voit pas nécessairement ici ou différemment que j'ai rencontrées, il y a certains types de centres chorégraphiques que j'ai vus en Belgique, par exemple, où justement cet espace où, tu sais, autant je parlais de CircuS, centre chorégraphique tout à l'heure, tu sais, il y a des équivalents, mais peut-être quand même différents, où on voit au-delà de l'espace, on accède à ce qui est mis en commun, c'est le véhicule administratif, c'est l'appareil administratif qui permet de desservir plusieurs chorégraphes, qui permet que ce soit ou les services de communication, l'accompagnement. Donc ça existe ailleurs. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle les SMART, qui n'existe pas vraiment encore. Il y a eu des tentatives d'implanter ça ici. Ça a démarré en Belgique, encore une fois. Ça s'appelle les sociétés mutuelles pour artistes. C'est devenu un phénomène qui s'est étendu à travers l'Europe, où finalement, d'une part, des artistes, mais comme les artistes sont rarement seulement des artistes, il y en a plusieurs qui sont artistes de jour, travailleurs culturels le soir, préposés aux bénéficiaires peut-être, je ne sais pas, enseignants, non, ça c'est pas un bon exemple, mais artistes, travailleurs culturels, enseignants, coachs. Donc, des fois, les gens ont plusieurs sources de revenus, plusieurs personnalités. Donc, les sociétés mutuelles pour artistes leur permettent de combiner, disons, l'ensemble de leurs revenus, de verser ça à l'intérieur de la société et d'en retirer un salaire, disons. Donc, on est travailleur autonome, mais on devient salarié à travers ça, avec tous les bénéfices qui peuvent venir avec ça, assurance chômage ou l'équivalent, et d'autres assurances. Et évidemment, il y a tout le pool de ressources qu'on est capable d'aller chercher. Ils ont même développé dans en Belgique et quelques autres pays, une espèce de fonds de capital de risque, par exemple, ou qui serait c'est peut-être pas le bon terme, mais par exemple, un des phénomènes pour les travailleurs culturels ou les travailleurs autonomes en général, on fait des contrats, on fait une prestation, puis la personne qui doit nous payer peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Quand on est dans des situations de précarité, ça peut être difficile. Donc, eux, ils ont créé un espèce de véhicule avec un fonds où les gens peuvent, ça veut dire qu'ils sont payés immédiatement par la SMART, puis c'est la SMART qui va collecter, disons, le cachet de la prestation auprès de la personne. Donc ça, c'est des innovations qu'ils ont fait, qui sont vraiment intéressantes. C'est sûr que les lois du travail en Europe sont différentes des lois du travail ici. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles qui se situent à ce niveau-là, mais il y a vraiment des choses inspirantes à ce niveau-là qui ont inspiré d'une certaine manière des organisations comme la Machinerie des Arts, de transparence totale. Je suis sur le conseil d'administration, un des cofondateurs, mais voilà. C'est des phénomènes où justement on regroupe des ressources, on mutualise des outils. Ça, c'est un exemple que j'aimerais donner, là, la machinerie. Je veux dire, un phénomène vieux comme le monde, on développe des outils, un budget, un plan de communication, des éléments comme ça, un devis pour un site Internet. On appelle un ami ou une amie, il dit hey, tu n'aurais pas ça, toi, un exemple de ci ou un exemple de ça, un plan de communication, il faut que je fasse ça. Jamais fait ça, je vais t'envoyer mon vieux. Avec la machinerie, on a créé un truc qui s'appelle la caisse à outils. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est on mutualise les savoir-faire et les outils et les modèles que l'ensemble de la communauté artistique a développés au fil du temps. Donc, on crée des modèles, des gabarits, des choses comme ça. Donc, c'est plus de 200 outils de ce type-là en stratégie, en communication, en numérique, en production, en création, en administration, qui sont finalement le résultat d'outils que des gens individuellement dans leur coin ont créés, ont développés. C'est juste qu'on les standardise, on leur donne une petite explication, puis ils sont rendus dans le mode open source, là, vraiment Creative Commons, là, à la communauté. Donc, c'est le fruit, dans le fond, c'est un patrimoine collectif
de l'ensemble des travailleurs culturels depuis la nuit des temps, d'une certaine manière. Donc ça, c'est une autre manière de se servir à la fois des possibilités du numérique avec la possibilité d'être ensemble et de partager des choses. Mais ça, c'était un peu inspiré des SMART et d'autres expériences qu'on a vues ailleurs. Basé sur votre expérience, quels sont les freins que les organisations culturelles se mettent ou s'imaginent ou voient pour ne pas encore utiliser la mutualisation? Bien, le frein, c'est le temps puis l'énergie que ça demande. C'est sûr, il y a souvent quand on pense à mutualisation ou mise en commun, la première raison qu'on dit, on va sauver de l'argent, on va faire des économies d'échelle. Mais oui, effectivement, on peut économiser, mais sauf qu'on sous-estime le temps de coordination, le temps d'être ensemble, le temps de l'apprivoisement, le temps de préparer, de planifier, de mettre dans le même bateau tous ceux qui travaillent avec nous. Donc, les freins, c'est souvent nous-mêmes. Des fois, c'est souvent notre propre organisation parce que dans les organisations culturelles, il y a des conseils d'administration. Parfois, il y a des membres. Les membres, je mentionnais tout à l'heure, des fois, les organisations qui sont plus vieilles, plus matures, sont comme des paquebots qui sont plus difficiles à faire tourner sur un dizaine. Donc, changer la culture, ça implique de changer la culture d'entreprise. Ça devient une posture de travail. On doit constamment dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'autre que je ferais, plutôt que d'essayer de constamment d'y aller solo. Donc, ça implique qu'il y a une espèce de changement de culture interne, changement de valeur au sein de l'organisation. Puis ça, c'est pas seulement au niveau des parties prenantes internes, là, comme les membres, les employés, conseil d'administration, mais aussi, des fois, c'est à l'extérieur, les subventionnaires, nos partenaires. Ah, mais vous êtes qui finalement? Êtes-vous A ou A plus B plus C? La peur, souvent, un des freins, c'est souvent la peur de cette perte d'identité. Je veux dire, pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, on développe notre identité organisationnelle, artistique, culturelle. Puis là, quand on se met à collaborer avec d'autres, il y en a qui disent, je voudrais pas être associé artistiquement avec tel organisme. Oui, mais c'est pas à ce niveau-là. J'ai souvent travaillé sur la question du nous, la fabrication du nous. Le nous, l'identité du nous dans une mutualisation peut être distincte du moi organisationnel, c'est-à-dire je suis tel organisme, mais nous, ensemble, on est l'événement phare dans l'estampe japonaise au Québec. Nous, ensemble, on est autre chose que ce qu'on essaie de faire individuellement. Des freins, mais plein d'opportunités. Georges Crump, merci d'avoir aussi bien vulgarisé la mutualisation. Ça a été un plaisir. Merci de l'invitation, vraiment. Sébastien Harvey, bonjour. Bonjour. La question qui venait en tête quand je savais que j'allais vous parler, parce que vous vivez, vous, au cœur de la mutualisation, là, comment la gouvernance est transformée dans une organisation culturelle ou une organisation, là, peu importe dans quel domaine elle est, quand on utilise la mutualisation? Excellente question. On est en train de l'explorer en temps réel et en continu. Alors, comment ça se passe? Qui dit mutualisation dit collaboration avec d'autres acteurs, que ce soit des individus ou des organisations, des entreprises, des institutions. Dans le cas du projet duquel je fais partie, l'écosystème, c'est 6 organisations qui travaillent ensemble. Juste pour vous donner le contexte, la mutualisation concerne autant des ressources matérielles que des ressources humaines, financières, même des fois des ressources informationnelles. Alors là, au quotidien, il va surgir fréquemment des questionnements qui nécessitent de prendre des décisions. Alors donc, la mutualisation, de par sa nature, qui est de partager, de trouver des solutions collectives aux besoins individuels, ça va nous obliger à adapter les processus ou les procédures de chacun. Alors donc, les organisations avaient d'une part soit des règles de fonctionnement formelles auxquelles ils doivent se soumettre, par exemple, un OBNL qui a un conseil d'administration. C'est très, très concret.
Hein? D'autres fois, ça va être des choses qui vont être plus informelles, alors qu'on parle d'une culture organisationnelle, par exemple, hein? Tu sais, des traditions dans la manière de distribuer les pouvoirs, de distribuer les rôles. Fait que la mutualisation, ça nous amène, dans notre cas, à essayer d'arrimer 6 cultures organisationnelles. Et donc, c'est ça, ça veut dire que de la part des participants, des organisations participantes, ça demande une adaptation de leur, peut-être de leur structure, mais en tout cas de leur fonctionnement. Vraiment. Puis, moi, je crois que la sous-question, à quelque part, c'est la mutualisation repose sur une culture de la collaboration qui est à construire. Alors, est-ce que c'est vraiment la mutualisation qui va changer nos pratiques de gouvernance ou c'est la nécessaire culture de la collaboration qu'il faut construire? Et ça, moi, je la trouve intéressante, cette avenue-là, parce que, tu sais, la collaboration, là, c'est quelque chose qui est nécessaire au 21e siècle. On a tous les secteurs d'activité font face à des défis d'une grande complexité. Souvent, on va avoir besoin des savoir-faire, des savoir-être, d'acteurs qui sont à l'extérieur de notre secteur. Et puis là, juste comprendre qu'est-ce qu'ils font, comprendre leur champ lexical, leurs paramètres, etc., réussir à se comprendre, réussir à se respecter, réussir à mettre un enjeu commun sur la table puis à aller dans la même direction. C'est pas juste des outils numériques qu'il faut choisir. C'est pas juste des processus de votation qu'il faut mettre sur la table. C'est vraiment à construire là une capacité de se fréquenter et de se comprendre. Fait que si je reviens dans notre cas présent, développer cette culture-là de la collaboration, c'est dans la durée que ça se fait. Et puis, il faut se fréquenter. Et puis, dans notre cas, c'est que c'est surtout les directions générales qui se retrouvent là autour d'une table, à regarder des projets spécifiques ou des propositions bien précises. Cependant, nous, on a des équipes d'employés avec qui on travaille. Puisqu'on est dans le milieu culturel, souvent, les décisions qu'on va prendre, ça va être en lien avec notre mission, qui est de supporter l'artiste, qui est de diffuser des activités pour le public, ou encore de bâtir des activités de médiation culturelle pour faire comprendre les activités culturelles ou les œuvres. Ça veut dire qu'en vérité, on ne prend pas des décisions tout seul. On prend des décisions qui concernent les utilisateurs, les artistes, les membres de nos corporations, puisqu'on est des OBNL, souvent on a des memberships, ou comme on dit en français, membriété. J'aime moins ce mot-là, on dirait qu'ils ont pris de l'alcool avec la membriété. Puis on a des conseils d'administration qui eux-mêmes sont des membres. Ça veut dire que quand on prend une décision, là, c'est plusieurs communautés qui ont des besoins différents, qui ont des responsabilités différentes, des expertises différentes. Puis je conclus ma logorée avec ça. Dans le cas de l'écosystème, on est 6 organisations artistiques qui travaillent dans des disciplines différentes. Donc, il y en a qui travaillent du côté du court-métrage, il y en a qui travaillent en musique, il y en a qui travaillent en art visuel, en art numérique, etc. Fait que quand on pense aux besoins des artistes, on parle même pas des mêmes besoins, même pas des mêmes artistes. Quelqu'un qui est du côté du cinéma, c'est pas les mêmes enjeux qu'un artiste qui va faire de l'art éphémère ou de l'art performance. Fait que ça fait énormément de sujets, beaucoup de spécificités, et prendre des décisions autour de tout ça, c'est pas juste des processus, c'est une culture politique. Mais basé sur votre expérience, mais pas seulement là, de l'écosystème où vous êtes avec ces organisations, mais ceux que vous avez rencontrés dans votre cheminement, parce que ça fait un moment que vous y pensez, est-ce que c'est l'aspect humain où est le défi d'abord pour amener la collaboration, puis ensuite la mutualisation, ou est-ce que c'est l'aspect de gestion qui est plus compliqué? J'ai la profonde et sincère conviction que c'est la dimension humaine. Parce que parfois, les modes opératoires ou les outils qu'on utilise, on a l'impression que c'est là que ça se passe. La preuve, la plupart des organisations qui font des projets de transformation, là, soit des regroupements, on va joindre plusieurs associations ou des projets de mutualisation, on va beaucoup passer par l'administratif. On va engager des consultants qui vont se poser des questions sur l'administratif, le légal, le financier. On cherche comment connecter des procédures puis des machines à quelque part. Et surgit rapidement des discussions qui sont, je dirais pas émotives, mais des discussions qui sont sensibles, qui relèvent des fois de l'historique de l'organisation, des perceptions. Fait que dans tous les projets que j'ai vus, là, puis j'ai participé à quelques projets de regroupement, là, la dimension humaine n'est jamais mise de l'avant, elle n'est jamais perçue comme étant à la fois une force, mais à la fois un défi. Et pourtant, c'est tout le temps là qu'on va passer le plus de temps. C'est loin d'être insurmontable, hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut construire de la relation puis de la confiance. Ça se fait dans la durée, ça se fait dans la fréquence
et on doit transformer notre relation à l'information. Parce que si on voit la collaboration comme une procédure, on va se donner les uns et les autres juste les bonnes informations qui correspondent soit au rôle de chacun, aux zones décisionnelles de chacun, au pouvoir de chacun. Ça n'implique pas d'entrée de jeu une culture de la transparence. Non, puis il y a des opportunités qu'on va rater à cause de ça. Vraiment, l'inventaire va être moins riche. L'inventaire des opportunités va être moins riche. Et quand je dis transparence, je dis pas insipidité. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on souhaite collaborer ou mettre des choses en commun. Ça veut pas dire qu'il ne reste pas des enjeux très, très, très pragmatiques qui peuvent être parfois, on veut collaborer, mais il y a certains sujets sur lesquels on demeure parfois en compétition. Des fois, on va pouvoir être en complémentarité, mais des fois, il y a des informations qu'on ne peut pas partager. Moi, j'ai vu ça parfois, il y a des entreprises qui souhaitent collaborer. Ils ont un intérêt commun. Ils ont une trajectoire commune. Mais il y a certains sujets, certaines informations sensibles qu'ils peuvent pas mettre sur la table, même si ça aiderait le sujet parce que elles ont leur réalité commerciale. Fait que le défi de la confiance qui passe par la transparence d'information, encore faut-il savoir de quelle information il s'agit, peut-on les partager, etc. Fait que si on revient à votre question du début, on voit à quel point c'est le fameux rabbit hole, là, on tombe rapidement plusieurs étages plus bas. Donc, si on dit la mutualisation, comment ça change nos pratiques au niveau de la gouvernance, ça dépend, on mutualise quoi, entre qui, sur quel ton, dans quel but, et quelle était la culture des organisations de départ. Puis, est-ce que les acteurs avaient déjà une historicité précédente? Des fois, on va prendre des acteurs qui ont apporté beaucoup au milieu, mais qui arrivent aussi avec un bagage d'historicité politique avec les autres acteurs. Ça peut être des défis. Des fois, on a des gens qui sont tous émergents, on va dire, ou nouveaux. Peut-être qu'ils ont moins d'expérience politique dans le projet qu'on se donne, mais peut-être qu'ils arrivent plus disponibles à cette culture de collaboration. Alors, si j'ai bien compris, on mise d'abord à s'assurer que le facteur humain est pris en ligne de compte, puis on travaille sur la confiance, la transparence, et avec ça, on a les bonnes conditions pour entamer une mutualisation. C'est un excellent résumé, et le mot « entamer » est le bon parce que tout ça n'est qu'un début. Alors, on voit que la durée est un paramètre important. Il faut que les choses se fassent par étapes et dans la durée. Sébastien Harvey, merci pour votre témoignage. C'est une grande joie. Achelle Billet, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est la Machinerie des arts? Oui, la Machinerie des arts, c'est un organisme de service qui mutualise des ressources et partage des expertises. Si on fait ça, c'est vraiment pour soutenir les artistes et les gestionnaires culturels à déployer leur carrière, leurs projets, leurs organisations. Donc, la Machinerie, c'est une entreprise en économie sociale. On a un organisme à but non lucratif. On fête nos 5 ans ce mois de septembre, mais c'est un projet qui est en incubation quand même depuis 2013, qui a été porté vraiment par un groupe de cofondateurs, cofondatrices. Aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 1250 praticiens, praticiennes en art de la scène, avec des profils très, très variés. Alors, notre offre de service, bien évidemment, on a plusieurs choses qu'on offre, autant du service conseil, des services de mise en relation au niveau des ressources humaines, vraiment pour des mandats ponctuels. On offre de l'accompagnement et toute forme d'activité pédagogique et autres formations. Puis je dirais que le but un peu secondaire de la Machinerie, c'est vraiment d'engager des conversations sur les pratiques de gestion dans le milieu culturel. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, vous qui vivez la mutualisation, je dirais, au quotidien, en quoi, selon vous, puis vous le voyez là à l'usage, parce que vous êtes dans le milieu, vous l'utilisez depuis 5 ans, en quoi ça peut apporter des bénéfices à des organisations qui œuvrent dans le domaine culturel? Mais à bien des égards, je pense, peut-être que je peux présenter un peu ce que nous on fait à la Machinerie, la façon que ça se concrétise à la Machinerie. On a décidé dès le départ du projet que plutôt qu'essayer à tout prix de construire une expertise à l'interne puis de maintenir cette expertise-là, même si bien évidemment cette expertise elle est existante, on voulait avant tout relier les expertises du milieu qui étaient déjà sur le terrain. Alors, c'était vraiment dans cette pensée-là de vraiment distribuer le savoir-faire existant puis de le partager à la communauté. Donc, c'est vraiment ce qui est au cœur de la Machinerie, c'est qu'on a monté un espèce de bassin de ressources.
on a commencé ça à 30 personnes, puis maintenant on a 170 personnes qui sont vraiment engagées auprès de nous et les mandats sont autant offerts donc par les ressources de la machinerie que par notre équipe à l'interne. Donc, ce qui amène vraiment aussi une richesse au niveau de la pluralité des façons de faire, des façons de travailler. Donc ça, c'est un exemple de la mutualisation. Je pense que ça peut vraiment apporter différentes qualités de service, différentes visions, différentes approches lorsqu'on est dans une mutualisation plus humaine. Aussi, un des grands projets qu'on a mené à la machinerie, c'est qu'on a co-créé avec vraiment beaucoup d'acteurs dans le réseau, dans le milieu culturel, on a co-créé une caisse à outils. Alors, c'est 10 partenaires qui sont associés à nous, comme Culture pour tous en fait partie. On a engagé 18 outilleurs, outilleuses. On a monté une équipe de création d'à peu près 9 personnes avec d'autres complices. Puis grâce à ce travail-là, de s'asseoir autour d'une table, puis de réfléchir vraiment aux outils qu'on a besoin dans le milieu, ben ça a donné lieu à 266 items maintenant qui sont disponibles pour la communauté, des gabarits, des modèles. Donc ça, c'est un exemple hyper concret. Puis ça vient vraiment d'une pensée. Je me rappelle toujours d'une rencontre que j'ai eue avec un artiste qui, je lui demande, as-tu fait ton budget pour le projet? Puis il monte une colonne de chiffres qu'il a faite sur un bout de papier. Fait que je dis, écoute, peut-être qu'on pourrait avoir un beau petit modèle de budget Excel. Il me dit, oui, mais envoie-moi ça. Puis moi, j'en avais beaucoup de modèles. J'avais travaillé dans toutes sortes d'organisations. Puis je me posais la question, je disais, oui, mais lequel est le mieux pour lui dans ce contexte-là? Alors, c'est un peu toute l'idée qu'il y a aussi autour de la mutualisation de la caisse à outils, c'est-à-dire qu'au-delà de l'objet, le résultat comme tel de l'outil qui est disponible, téléchargeable et utilisable rapidement, c'est toute la pensée qu'il y a en arrière, où dans le fond, c'est un groupe de travailleurs culturels, travailleuses culturelles qui sont associés pour réfléchir ensemble pour avoir vraiment des outils qui soient optimales. Alors pour moi, ça, c'est un bénéfice aussi de la mutualisation, c'est de pouvoir vraiment arriver avec la force du nombre à avoir une grande richesse dans les expertises, dans les expériences de chacune. Si vous preniez un pas de recul et vous regardez la mutualisation au quotidien, sa gestion, vous diriez qui sont où les défis? Il y a plusieurs défis. Dans notre cas, c'est sûr qu'on a fait le pari de mutualiser des êtres humains. C'est des gens qui sont très impliqués dans la communauté, qui sont très pris. Bon, une des raisons d'être de la machinerie, c'était de pallier un petit peu aux enjeux de main-d'œuvre. Bon, on est vraiment encore beaucoup là-dedans. Alors, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une relation individuelle avec chacune, pour faire partie de quelque chose de plus grand que nous, ce que moi j'appelle une communauté de pratique et d'échange, d'entraide. Alors, je pense que ça, c'est un grand défi, c'est d'arriver à mobiliser. Dans notre cas, c'est des êtres humains, mais d'arriver à mobiliser autour d'une même idée, une même vision, d'adhérer aux mêmes valeurs, puis d'avancer dans la même direction. Aussi, un défi que je vois beaucoup, c'est que souvent les projets de mutualisation, ça vient vraiment pour répondre à des constats, à des enjeux qui sont vraiment très spécifiques, qui sont rattachés à un contexte. Puis c'est un processus de mutualisation qui peut être long, ça prend du temps, on mature les idées, on fait toutes sortes d'allers-retours, on avance en fait en idéation collective, et sauf que notre contexte, il est toujours évolutif. Alors, ce que j'ai pu constater des fois, c'est que il y a des projets, ils étaient super, mais 6 mois plus tard, ils perdent un peu de leur sens ou de leur pertinence. Alors, c'est hyper important dans les projets de mutualisation, d'après moi, de vraiment développer une culture de la rétroaction, une culture de l'analyse, de revenir toujours un peu à la base de ce pourquoi on fait ça. Il existe plusieurs modèles de mutualisation, puis je suis curieux de vous entendre sur, particulièrement, évidemment, le milieu culturel, ils devraient se rapprocher de quel modèle de mutualisation? C'est une très bonne question. Moi, j'ai l'impression que ce que j'observe dans le milieu culturel, c'est qu'on a des modèles tellement diversifiés, tellement variés, que je pense pas qu'on peut... puis c'est encore très nouveau, je pense aussi. Ça a toujours existé, mais c'est très nouveau qu'on le nomme de cette façon-là, qu'on le nomme en mutualisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Qu'est-ce qu'on entend par mutualisation dans le milieu culturel? Je pense qu'on a besoin des fois de vulgariser un petit peu. Donc, je pense pas que à ce stade-ci, on peut vraiment catégoriser des sortes de mutualisation ou autres. Ce que je vois beaucoup, c'est des formes de regroupement, des formes d'entraide, de solidarité, des formes de partage de ressources humaines, de partage de matériel, partage de locaux.
mais je crois qu'il y a bien d'autres modèles encore qui restent à inventer ou qui sont encore en train de faire les preuves puis qui sont encore dans leur banc d'essai. Puis vous le voyez, vous, au quotidien, parce que c'est évolutif depuis 5 ans, mais une organisation culturelle qui pratique pas encore la mutualisation, de quelle façon elle se prépare? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait pour embarquer dans le mouvement? C'est une très bonne question. Moi, la première chose que j'ai envie de poser comme question quand j'accompagne des projets en mutualisation, c'est qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mutualiser? Est-ce que c'est juste parce que c'est dans l'air du temps, puis parce qu'on veut faire une économie d'échelle? Mais il y a beaucoup de chimères, hein? On pense que ça va faire une économie d'échelle, mais c'est sur du long terme. Il faut vraiment voir les choses dans le long terme parce que ça va demander beaucoup d'investissement, de temps, de mise en place. Et aussi, ce que je constate beaucoup, c'est que dans le milieu culturel, on est vraiment des gens passionnés, on est des gens de cœur, on aime passer à l'action. On passe beaucoup à l'action rapidement. Et moi, j'invite toujours à prendre un petit pas de recul pour dire, OK, mais c'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Pourquoi? Qui serons-nous ensemble? Et à partir de là, construire un projet, un partenariat. Aussi, je pense qu'il y a des grands défis, en tout cas que nous amène la mutualisation, puis je trouve ça vraiment magnifique, mais c'est vraiment de prendre un pas de recul, puis de sortir de cette pensée un peu de la compétition, mais de penser vraiment en coopération. De la coopétition qu'on peut appeler aussi. Donc vraiment de faire un exercice très humble et parfois difficile et de se dire c'est quoi les lacunes de mon organisation, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a essayé pour répondre à cet enjeu-là puis que ça n'a pas fonctionné, puis à partir de là d'accepter qu'on ne peut pas être parfait comme organisation et de se dire OK, on décide quelque chose, on va se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Puis pour les choses qui sont un peu des lacunes ou des enjeux ou des difficultés de l'organisation, associons-nous avec des gens qui le font bien. Puis c'est juste des fois de partir de ça, puis là de construire une idée, un projet. Puis aussi, ce que je vois, c'est que le mot mutualisation, ça peut faire peur des fois. C'est bon Dieu, mais dans quoi je m'embarque? C'est engageant. C'est compliqué, c'est long, c'est engageant. On va se marier à long terme entre deux organisations, puis je pourrais plus revenir en arrière. Non, ça peut être déjà construit vraiment en étapes. J'aime toujours montrer l'exemple quand on engage quelqu'un, par exemple. Moi, j'aille ça envoyer un contrat en format PDF, puis là, c'est comme ça que ça va se passer la collaboration, puis c'est tout. Tu sais, moi, j'aime envoyer soit un Google avec des commentaires ou autre, puis poser des questions, puis on construit ensemble le projet, puis on construit ensemble comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Et c'est la même chose pour la mutualisation. Puis cet exercice-là, je parlais tout à l'heure un peu d'aller-retour, il peut être long, il peut prendre des fois 2, 3, 4 ans, puis là-dedans, il va y avoir peut-être des changements de direction, des changements de personnes clés dans les équipes respectives. Alors, ce qui est hyper important, c'est que ce projet-là, il ne soit pas porté par deux têtes leaders, justement 2 directions générales, mais qui viennent de l'intérieur, que l'équipe soit consultée, que ce soit vraiment un travail communautaire, je pourrais même dire, où on décide vraiment ensemble, OK, on baisse un petit peu notre niveau d'ego, parce que ça va des fois être nécessaire. On accepte qu'on va travailler sur ce qu'on fait de mieux, on laisse de côté peut-être certaines choses, puis on va aller s'associer avec des gens qui sont complémentaires à nous. C'est quoi une mutualisation réussie? C'est une très bonne question, mais pour moi, c'est un projet, c'est quelque chose que on a atteint ensemble une vision, on a atteint un objectif, on a atteint un but ultime. C'est-à-dire qu'on s'est associés, on avait un pari commun, puis on a remporté notre pari. Alors, concrètement, ce serait difficile à décrire, mais pour moi, c'est vraiment ça. Puis, je vais faire une petite aparté, mais moi, la mutualisation, j'y ai toujours cru parce que ça a été vraiment beaucoup... c'est quelque chose qui m'a toujours énormément animée. Puis mon sujet de recherche de maîtrise était sur la co-construction des espaces de diffusion. Fait que je voulais vraiment étudier qu'est-ce qui fait qu'un artiste atteint à une programmation, va présenter son travail chez les diffuseurs. Et en fait, la seule réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que c'est vraiment une chaîne d'individus qui va porter un artiste. Donc, c'est vraiment du multifactoriel. Puis ces chaînes d'individus-là, on parle beaucoup de ça en sociologie des organisations. C'est vraiment la théorie de l'acteur réseau. C'est tout simplement qu'à plus nombreux, on est plus fort puis on va plus loin. Alors pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Une mutualisation sera réussie si effectivement on va aller beaucoup plus loin que là où on serait capable d'aller si on était resté seul dans notre coin à mener notre projet.
Est-ce que à l'international, parce qu'on va arrêter de regarder au Québec, mais dans le domaine du culturel, est-ce qu'à l'international, vous en avez des belles histoires, des choses que vous avez vues passer qui ont été des histoires inspirantes? Un projet extraordinaire dont j'ai oublié le nom, mais que j'aime beaucoup, qui se passe en Belgique, c'est un site web qui répertorie des bureaux, des endroits de travail où on peut venir travailler à la journée. Mais en allant plus loin de l'espace de coworking, il y a tout un système de jumelage, en fait, au niveau des expertises et des compétences. Donc, moi, par exemple, Rachel Billet, je travaille aujourd'hui en communication marketing sur tel sujet. Et là, on pouvait trouver un espace dans la ville pour aller travailler là, puis rencontrer des gens qui ont des expertises, qui vont nous nourrir dans notre travail, puis nous inspirer. Puis ça, je trouve ça merveilleux parce que ça permet de développer, de stimuler en fait, de nous stimuler dans notre travail. Puis ça permet aussi de créer des maillages qui sont vraiment intéressants, inattendus. Et ça, c'est un exemple qui m'inspirait beaucoup, mais c'était pas nécessairement dans le milieu culturel, mais je trouve qu'il est très intéressant. On devrait faire ça avec Culture pour tous. Rachel Billet, merci beaucoup d'avoir partagé votre réflexion. Merci, c'était un plaisir. Que retenir de cet épisode? Eh bien, nous avons vu à quoi sert la mutualisation des ressources en numérique. Les avantages de mutualiser les données pour le secteur culturel. Et puis enfin, Rachel Billet, la directrice de la Machinerie des Arts, nous a apporté un exemple concret de mutualisation des données au sein d'un organisme culturel avec les avantages, mais aussi les défis vécus.